Éléments accablant la France de tentatives de renversement des institutions de la transition du Niger, les services de renseignement extérieur de la France ont donc décidé d'ouvrir une enquête interne afin de comprendre comment Niamey a pu obtenir des informations compromettantes et confidentielles. Après la tentative de coup d'État de septembre dernier, le Niger avait publié des informations sur les mouvements d'agents français de la DGSE au Niger et dans des pays voisins tels que le Bénin et le Nigeria, des pays qui auraient sans doute servi de base arrière à la tentative de déstabilisation du pays. Le Niger avait alors exposé un certain nombre de documents et de données liées à des agents français ayant été en activité ou en séjour au Niger dans les pays voisins en 2023 et 2024. Photos, passeports diplomatiques ou ordinaires, dates et lieux de naissance, entre autres. Des numéros d'identification qui, selon la DGRE, correspondent bel et bien à des codes utilisés par l'administration du renseignement français en interne. Comment de telles informations sur des employés de la DGSE se sont-elles retrouvées entre les mains du gouvernement nigérien? L'affaire est-elle très prise au sérieux du côté de Paris, où l'enquête a été discrètement ouverte par le directeur Nicolas Berner, lequel a remplacé en janvier 2024 Bernard Emier. Et voilà qui fera donc l'objet de cette édition d'Appel sur le continent. A tout de suite. Et merci d'être scotché sur la télévision panafricaine. Appel sur le continent qui démarre à l'instant alors qu'on s'intéresse au Niger avec le thème au centre du débat de ce jour. Le Niger a-t-il espionné la DGRE française? La question se pose donc au moment où la France a décidé d'ouvrir donc une enquête sur les informations confidentielles détenues par Niamey, et donc des informations confidentielles. Comment est-ce que Niamey a pu avoir de telles informations? La question elle reste posée alors que l'enquête est ouverte du côté de Paris. Et pour en discuter, nous avons déjà en ligne Tapé Goubera, analyste politique. Bonsoir à vous, Tapé Goubera. Bonsoir, Madame Christelle Wandi, direction d'Afrique Média. Je salue les techniciens, les auditeurs, vous avez dit que, enfin, les téléspectateurs et spectateurs, certainement, je crois qu'il doit en avoir. Je salue également tous ceux qui vont faire partie du panel et à vous, je vous dis merci pour l'invitation. Merci aussi à vous d'avoir honoré notre invitation. Tapé Goubera, alors qu'on parle du Niger, on va dire que les services de renseignement du Niger sont en branle. Tapé Goubera, c'est une découverte assez forte qui a été faite par le gouvernement nigérien depuis le mois de septembre dernier. Et voilà que la France a décidé d'ouvrir une enquête. Tapé Goubera. Oui, bien en fait, je pense que au niveau de la France, comme ils avaient cette habitude de nous prendre du haut, parce que nos services secrets ne sont pas efficaces. Nos services secrets sont efficaces, puisque effectivement, les informations, ils sont souvent formés dans les mêmes écoles, ils ne sont pas des plus nuls. Seulement, à partir du moment où la France caporalisait la plupart des pays, dès qu'à l'époque, imaginez que nous ayons soit M. Mamadou Youssoufou ou bien M. Bazoum, une telle information serait arrivée au Niger et qu'on l'aurait étouffée parce que directement on allait s'en référer par exemple à l'un de ces chefs d'État que je viens de citer et celui-là allait automatiquement demander à ce que ces informations-là soient remises à la France. Mais ça, c'est un autre cas. Ici, nous sommes en guerre. Donc, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Rappelez-vous que il y avait un gars, un mercenaire enfin, français, qui, c'est pas un mercenaire, mais un gars barbouze français qui avait dit que et on allait se faire sortir M. Ité. Lorsque l'ambassadeur Ité partirait du Niger, ce serait une occasion pour mener des actions de déstabilisation. Et donc, le Niger a pris
effectivement cette situation au sérieux. Maintenant, qu'en est-il de cette situation et qui les met en branle? Vous savez, comme j'ai dit, aujourd'hui, le Niger, le Burkina et le Mali se sont équipés. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin, on ne nous donnait pas les équipements. Ce n'est pas qu'on était moins intelligents, mais on n'avait pas les équipements nécessaires. Si vous avez un satellite, cela vous permet à un moment donné de pouvoir visionner une partie du monde et même aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ici, ce n'est pas forcément le fait que le Niger espionne la France, c'est-à-dire que ce n'est pas leur travail en tant que tel, mais les renseignements généraux nigériens ont joué leur rôle. Et là, je suis fier. Et c'est ce que nous, quand nous intervenons sur cette chaîne panafricaine, c'est ce que nous reprochons souvent à certains de nos pays qui envoient des ambassadeurs ici qui n'ont pour rôle qu'effectivement pour jouer, pour réunir les gens, pour faire des soirées. Alors que les autres, quand ils envoient des ambassadeurs, généralement, ce sont des ambassadeurs des renseignements généraux. Et ceux-là, après quelques mois d'installation, ce monsieur connaît les faits et gestes de nos différents chefs d'État. Donc, pour déstabiliser nos pays, c'est souvent facile. Ici, nous avons une réplique qui est faite au niveau par le Niger, et je suis sûr que la même chose se fait au niveau du Burkina Faso et du Mali, qui sont des pays qui sont en train de conquérir, pour ne pas dire qui ont conquis leur souveraineté, qui agissent et qui font du tic au tac. Alors, si vous voulez nous attaquer, il y a un proverbe africain qui dit, si tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, n'oublie pas que quelqu'un va s'abaisser aussi pour regarder ton derrière. Excusez-moi si ça peut grossier. Mais c'est ça un peu la philosophie ici. C'est que ce qui en est, nous sommes là. Et lorsque la France fait venir des gens, le Niger se permet de, comment on appelle, de les récupérer, de récupérer les informations. Mais en même temps, de manière anticipée, puisque je l'ai toujours dit, le général Tiani, c'est un stratège. Parce que pour voir comment il a pu sortir de l'étau dans lequel les Occidentaux l'avaient mis pour que le pays, aujourd'hui, le Niger, puisse arriver à ce stade, il faut véritablement, c'était un vrai stratège. Il a toujours eu des pas en avant. Et la chance qu'il a, c'est qu'il avait déjà des pays qui ont été solidaires, notamment le Mali, qui a été le premier pays à affronter, je vais dire, comment on appelle, c'est Barbouza. Et il y a eu ensuite le Burkina Faso avec le capitaine Traoré qui est venu s'ajouter. Et donc, cette solidarité a fait qu'aujourd'hui, ces trois hommes qui sont des militaires et qui sont des vrais stratèges font que nous ne sommes plus dans une posture défensive où avant on attendait. Maintenant, il faut attaquer. C'est très important ce qui se passe et je pense que ce qui se passe n'est que le début de ce que les gens vont voir. On n'est plus dans une posture où les gens viennent découvrir ce que mangent nos chefs d'État et après on en prend, on fait ce qu'on fait ou bien on va déstabiliser nos chefs d'État et puis 5 ou 6 ans après, un va faire un livre alors que ça a permis de faire tuer de nombreux Africains. Et puis, bon, il en parle maintenant sur une chaîne comme si cela n'était. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'anticiper pour de voir que les pays de l'AES, on sait qu'ils sont les pays phares pour lesquels l'Occident a pris tous les moyens pour déstabiliser. On essaie tant bien que mal de résister et notre résistance ne va pas rester seulement dans cette situation défensive. Il faut aussi attaquer parce que la meilleure comment on appelle défense, c'est l'attaque. À vous taper Goubera, alors qu'on nous fait signe que Inassé Adama nous a rejoint. Bonsoir à vous, Inassé Adama. Inassé Adama, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Votre micro. Inassé Adama, bonsoir. Est-ce que le micro d'Inassé Adama est ouvert? Ouvrez le micro, Inassé, s'il vous plaît. Alors, on revient vers vous, Tapé Goubera, en attendant que tout se rétablisse avec l'autre invité, Inassé Adama. Comment, selon vous, le Niger a-t-il pu infiltrer les services de renseignement français pour obtenir des documents aussi confidentiels? En fait, quand nous sommes en Afrique,
nous avons une idée surdimensionnée de l'Occident. Oui, on est là, on pense que c'est des surhommes, c'est des gens qui sont intègres et autres, tout ça, etc. Ce n'est pas vrai en réalité. Nous avons eu l'exemple avec le président Laurent Gbagbo, pendant que le président Laurent Gbagbo, parce que les gens ici, quand on parle de la corruption, on voit l'Afrique, mais la corruption se fait à deux. Il y a un corrupteur et un corrompu. Ici, il y a la corruption. Faut pas s'amuser. Donc ici, il y a la corruption. Le véritable problème qui fait que, je vais dire, le bas citoyen, enfin, le citoyen africain lambda n'arrive peut-être pas à corrompre en tant que tel l'occidental, c'est l'idée qu'il y a cette idéologie selon laquelle il y a une conceptualisation, comme on appelle, raciale, qui fait que quand un policier européen voit un citoyen lambda, il se dit, bon, déjà, c'est un singe. Comment se fait-il que lui peut accepter qu'un singe le corrompt? C'est ça, en fait. Et donc, ce qui fait que les gens résistent. Mais sinon, ici, c'est la corruption. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas de moi, tant qu'il y a, sans qu'on ne parle ici des procès. Donc, c'est véritablement, ça c'est donc le premier aspect. Deuxième élément, c'est que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont maintenant commencé à acquérir véritablement un certain nombre de matériels. Des matériels qui n'ont plus pour but simplement d'être dans une posture défensive, comme je l'ai dit, parce que c'est un territoire qui est assez grand. Quand on prend le territoire de l'AES, qui est pratiquement, je vais dire, presque l'équivalent des autres pays de la CEDEAO, c'est quand même un territoire assez grand. Et donc, il faut le couvrir, il faut avoir les moyens. Et je sais qu'au niveau du Niger, du Burkina Faso et du Mali, on est en train de partir maintenant pour pouvoir permettre d'avoir des satellites à soi. Donc, il y a tous ces différents éléments. Et autre élément qui fait qu'on pourrait aussi dire, rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Mali. Le Mali a pu avoir des documents qui depuis le 15 août 2022, demandent à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse tenir la réunion pour qu'on puisse montrer les preuves selon lesquelles la France est à la base de la déstabilisation des pays du Sahel. Donc, tous ces différents éléments, je veux dire, avec les moyens technologiques que les gens ont, avec la volonté qui est, et le fait même que la corruption est possible chez eux là-bas, tous ces éléments alliés font que pour obtenir les documents qu'il faut, c'est pas difficile. Et il y a un autre dernier facteur, c'est que M. Macron, contrairement à ce que nous on pense, n'est pas aussi aimé que ça. Vous savez aussi, les contradictions internes entre eux sont aussi des facteurs. De la même manière que les autres utilisent chaque fois nos petites contradictions, qui sont souvent secondaires, pour en faire un problème, une propagande et déstabiliser nos pays. Et ici aussi, les contradictions internes peuvent être utilisées. Et je pense que les dirigeants du Niger ont certainement dû utiliser ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, il ne faut pas oublier de le dire, vous avez des Européens qui ne sont pas favorables, qui sont contre la politique, comme on appelle l'impérialisme, mené souvent par leurs élites. Et d'autres même s'opposent et veulent véritablement dire qu'ils sont dans une dynamique de fraternité. Ils en existent, ils sont beaucoup, même peut-être pas aussi grand nombre, mais ils existent. Et ceux-là, ils sont capables de faire ce qu'ils doivent faire, quitte même à être, qu'ils soient traités d'antipatriotes, parce que pour eux, ils se mettent dans une dynamique de l'humanité, d'une fraternité vraie. Et ceux-là, ils en existent. Et ceux-là, lorsqu'ils travaillent, ils sont capables de montrer ce qu'il y en a. On a les exemples, par exemple, de Julian Assange, qui a vu que c'est la déstabilisation des États-Unis. C'est grâce à Julian Assange qu'on a eu un certain nombre d'informations. Il a été condamné par les États-Unis. Bon, tout récemment, il a pu recouvrer la liberté. Mais vous voyez, donc, il existe certaines personnes, de manière idéologique, et je pense que c'est tous ces facteurs réunis qui font que le Niger a pu obtenir ces informations, sans compter le fait que là-bas, le fait qu'ils sont hautains, et ils se disent, bon, c'est quand même un pays arriéré, c'est quand même le Niger, l'un des pays, rappelez-vous cette phrase qu'on dit toujours, qu'on disait, le Niger, l'un des pays les plus pauvres, le Burkina, l'un des pays les plus pauvres, le Mali, l'un des pays les plus pauvres. Donc, ils sont encore dans cette conception, je vais dire, racialiste, colonialiste,
Et donc, ils se disent, bon, ce ne sont que des simples militaires subalternes africains, ils n'ont pas les outils qu'il faut, ils n'ont pas l'intelligence. Donc, on va négliger. Donc, voilà, tous ces facteurs, comme je disais, réunis, ont permis certainement d'avoir une faille, et c'est cette faille-là qui a permis au Niger d'avoir les informations que les autorités possèdent. Merci Tapé Goubera. Alors qu'on va se retourner vers Inassé Adama, tout en espérant que cette fois, c'est la bonne. Bonsoir Inassé Adama. Inassé Adama, bonsoir. Que se passe-t-il avec Inassé Adama? On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes en direct de la télévision panafricaine. Appel sur le continent à l'instant avec pour thème au centre du débat: le Niger a-t-il espionné la DGSE française? Tout à l'heure, vous pourrez nous appeler puisque les numéros seront affichés au bas de l'écran. Vous pourrez donc les composer et nous appeler par appel audio WhatsApp uniquement. Voilà, pour participer à cette édition d'appel sur le continent. Alors, Inassé Adama, on espère que cette fois, il est là. Bonsoir, Inassé Adama. Inassé n'est malheureusement toujours pas revenu. Alors, Tapé, faut-il ici entrevoir des divisions internes au sein de la DGAE sur la politique à mettre en place en Afrique, surtout avec cette découverte du Niger, Tapé Goubera? Oui, ben, je pense qu'il y a le frère Inassé Adama est là, je vais lui donner la possibilité parce que, bon, même si ce n'est pas moi. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, oui. on ne l'entend pas. On ne l'entend pas alors qu'on l'a lancé à plusieurs reprises. Vous êtes témoin, Tapé Goubera, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, comme je l'ai dit. On va essayer encore avec Inassé Adama. Oui, Inassé, bonsoir. Allez-y, répondez. Il reviendra certainement après. Ok. Hein. Donc, comme je l'ai dit dans mes propos de tout à l'heure, je dis que quand on est en Afrique et avec l'occupation de l'Afrique qu'on a appelée la colonisation, on nous a donné une idée d'une dimension supérieure de l'Européen. C'est lorsque tu arrives ici que tu découvres en fait que d'abord, un, ce n'est pas des surhumains. Deux, ils n'ont pas une intelligence plus supérieure aux Africains. C'est vrai qu'on a perdu la bataille pour diverses raisons, et ça, il faut le reconnaître. Mais pourquoi nous avons perdu la bataille? Pas parce qu'on était au départ fort, mais c'est parce que nous avons été attaqués simultanément par plusieurs entités. Pour prendre, je fais cette digression pour prendre le cas de l'Égypte antique. L'Égypte antique, depuis moins 525 de l'ère chrétienne, a été attaquée d'abord par les Perses, les Macédoniens, les Romains, les Grecs, ainsi de suite. Vous imaginez, prenez le meilleur karatéka au monde, qui a peut-être, je ne sais pas, 10 dan, et qu'on dit qu'il doit se battre de manière continue contre 1000 personnes, même qui ne connaissent rien. Vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, comme il n'a pas la possibilité de se reposer, il y a quelqu'un qui va lui donner un coup fatal et puis il va tomber et puis voilà ce qui va se passer. C'était le cas de l'Afrique. Et donc, c'est comme ça. Donc, de là, nous voyons véritablement le fait que ce sont des gens qui n'aiment pas la corruption, qu'on ne peut pas corrompre. Ce n'est pas vrai, au risque de me répéter. Non. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a aussi entre eux des gens qui ne sont pas favorables à ce qui se passe, le système impérialiste qui est là. Donc, ces différentes divergences existent. Il y a aussi le fait que dans, comment on appelle, les partis politiques ou bien les gens qui sont là, se passe un véritable problème. C'est-à-dire que pour déstabiliser l'autre, on utilise tous les moyens. Hein. Rappelez-vous, j'ai fait cette petite digression pour qu'on comprenne. Il n'y a pas longtemps, M. Bourgi, on lui a permis d'avoir accès à tous les médias ici en Occident qui ont pignon sur rue en Afrique pour qu'ils s'expriment, alors que l'ambassadeur IT n'avait pas cette possibilité-là. Pour vous dire que quelque part, on l'a fait parce qu'il fallait avoir, comment on appelle, un appui, c'est-à-dire un appui de Macron pour pouvoir avoir, parce qu'à un moment donné, M. de Villepin, qui certainement va être candidat aux prochaines élections, venait, et donc il fallait le bloquer de facto. Donc, il y a donc ces batailles entre eux qui fait qu'à un moment donné, d'autres même sont capables d'aller livrer des secrets
du camp en face pour qu'on puisse dire que l'autre a mal fait où il est là. Donc, c'est tous ces différents éléments, je veux dire, qui sont le fait comment on appelle, de cette action que nous avons vue et qui mérite donc d'être d'une très bonne réflexion, qui mérite que nous réfléchissions. Comme je dis, c'est parce que aussi c'est le Niger qu'on voit un pays africain. Mais sinon, vous avez un pays comme Israël. Israël le fait quotidiennement, pratiquement. Je vais dire peut-être de manière hebdomadaire ou même mensuellement. Israël espionne les pays européens. Les États-Unis, ça, c'est un secret pour personne. Ils le font. Et donc, ce qui fait que ces pays-là sont véritablement bien équipés. Hein, l'un des pays qui est très bien équipé, c'est la Russie, parce que la Russie sait qu'elle ne doit pas laisser transparaître un petit élément qui pourrait lui servir, qui pourrait lui être préjudiciable. Sinon, en Europe, ici, ils n'hésitent pas à s'espionner. Hein. Ça, c'est courant. Angela Merkel, lorsqu'elle était, comment on appelle, chancelière, son téléphone était sous écoute. Hein. C'est lorsque Julian Assange en a parlé qu'on a vu que la plupart des dirigeants européens, français, allemands, étaient sous écoute. Donc, c'est souvent ces différents éléments. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des divergences? Oui, des divergences au sein de ces renseignements-là. Est-ce que c'est de manière idéologique? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il y a certainement une bataille de groupe? Peut-être. On ne saurait pas plus. Dans tous les cas, il ne faut pas aussi négliger le fait que les dirigeants africains, notamment les renseignements généraux nigériens du moins, sont assez futés. Ils ont peut-être les outils maintenant. Et puis, c'est à eux, seul revient, comme on appelle, je vais dire, ce mérite. Il ne faudrait pas qu'on leur enlève ce mérite-là, d'autant plus que c'est en réalité, pour nous, ça paraît peut-être un peu nouveau, d'autant plus qu'à l'époque, c'est nous qu'on espionnait. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait, le rôle des gens, comment on appelle, des gens de la surveillance des territoires d'un pays donné qui doivent prévoir les actions qui sont menées par un pays qui veut les déstabiliser. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, les pays de l'AES sont visés par la France parce que pour elle, la perte de ces trois pays est énorme. Rappelez-vous le ministre actuel, le premier ministre actuel qui a été nommé par M. Macron, il dit que la France est en train de chercher 60 milliards d'euros. Je rappelle que 60 milliards d'euros, c'est quand même la dette de beaucoup de pays africains. 60 milliards d'euros, ils cherchent pour équilibrer leur budget. Pourquoi simplement il y a eu trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, simplement ont pu avoir leur souveraineté. Vous avez vu déjà la déstabilisation de ce pays sur le plan économique. Dû au fait que c'était les ponctions qu'ils prenaient sur l'économie des pays africains qui faisaient de la France son gros dos. Parce qu'elle se dit, quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'on vit au-dessus de nos moyens, mais on a toujours des gens qui vont travailler pour nous, des nègres qui vont travailler pour nous, et surtout avec cette malice ou bien cette fausse monnaie qu'on appelle le franc CFA, l'occasion est bien faite pour exploiter au maximum les ressources de ces différents pays. Donc, en prenant leurs responsabilités, les pays comme on appelle l'AES sont dans le viseur de la France, notamment le Niger. Vous savez qu'on a actionné ici la CEDEAO pour qu'elle aille faire la guerre dans ce pays-là. Donc, le Niger aussi, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Donc, se prépare et voir, parce qu'il faut voir ce que l'adversaire veut venir faire chez moi, de telle sorte qu'on ne puisse pas être surpris. Et donc, de ce fait, je pense que le mérite revient aux renseignements généraux, comme on appelle nigériens, qui ont anticipé, qui ne sont plus dans une posture défensive, mais dans une posture offensive pour pouvoir permettre à ce que leur pays puisse acquérir la totalité de la souveraineté. Préparer sa souveraineté. Merci Tapé Goubera, direction Inassé Adama. Bonsoir Inassé Adama.
Alors, le temps pour lui de revenir. On va tout d'abord prendre les appels. Hein. Vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue sur le sujet, alors qu'on a déjà un premier appelant. Allô, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, je disais donc, Madame Wandji, je salue Monsieur Tapo Grobera. Je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes. S'ils y sont, je dis bonsoir à tout le monde. Je suis Monsieur Basson et j'appelle depuis la France. Alors, vous savez, aujourd'hui, Madame, nous sommes au 21e siècle. Il y a un besoin urgent de renseignement. Je ne vous reçois pas. Nous avons été longtemps exploités. Aujourd'hui, nous avons une chance unique, madame, où nous avons un grand pays comme la Russie qui nous propose un partenariat stratégique dans le domaine du nucléaire civil et dans le domaine satellitaire spatial. Parce qu'aujourd'hui, nous ne contrôlons pas notre espace aérien, madame. Et pourquoi? Pourquoi on ne contrôle pas notre espace aérien? Vous voyez même que même nos frontières terrestres et maritimes sont poreuses. Donc la chance que nous avons aujourd'hui, que la Russie nous tende la main, il faut la saisir, cette chance. Je rappelle ici que la Russie, à l'heure où nous parlons, il me semble, a exempté des visas à certains pays africains. Donc c'est le moment ici et maintenant d'envoyer nos cerveaux, nos étudiants, aller étudier l'ingénierie et la science à la Russie et de leur retour sur le continent pour le développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas un renseignement efficace. Impossible, madame. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un centre de renseignement de l'Union africaine qui est basé à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais vous avez suivi récemment les attaques des Tinzaouaten. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé au Tchad récemment. Alors, je continue à poser la question à Tapé Grobera. Ce centre de renseignement de l'Union africaine qui est basé à Addis Abeba, un, quel est son rôle? De deux, il nous sert à quoi? Et donc ici, la question que vous posez sur la thématique que vous avez aujourd'hui, le Niger a-t-il espionné la DGSE? Moi ici, mon souhait, M. Basson, mon souhait, c'est que le Niger puisse espionner la France comme ils le font. On ne peut pas se développer si on n'a pas un renseignement efficace. Et ils le font tous les jours. L'espace aérien, partout, partout. Actuellement, vous savez bien que Monsieur le bras droit de M. Macron, celui qu'on appelle M. Bockel, nous dit qu'ils ont des bases militaires en Afrique et que les dirigeants africains ne veulent pas que ces bases partent. Vous voyez ce qu'on nous vend de foi. Mais ici, est-ce que nos dirigeants nous parlent? Nos dirigeants ne nous parlent pas. On va toujours à chaque fois à la chasse de l'information parce qu'on a entendu que bon, il y a une autorité française qui est sortie, a dit ceci, a dit cela, mais nos dirigeants à qui nous protégeons, ils ne nous disent rien du tout. Or, nous, le peuple, pourquoi on ne demande jamais l'avis du peuple quand il faut chasser ces bases militaires? Pourquoi nos dirigeants ne le font pas? Parce que ces bases militaires sont là pour la protection de ces dirigeants. Et raison, on met à chaque fois de côté le peuple. Et je vous rappelle ici que, je vous prends un exemple simple, madame, je vais aller très vite. On a tué nos frères au Tchad récemment, 40 militaires qui sont tombés. Monsieur Déby qui sort pour dire qu'il y a une force multinationale mixte qui regroupe le Niger, le Cameroun, le Nigeria. Je pense que c'est passé un autre pays. Et en même temps,
il fait appel à l'aide internationale pour combattre le terrorisme au Tchad. Est-ce que vous trouvez ça sérieux, madame? Ce n'est pas sérieux. Mais quand même, vous avez des bases militaires sur votre sol. On vous attaque. Quelle est la position de débat aujourd'hui vis-à-vis de ces bases militaires? On n'en sait rien. Avant son élection, il a essayé de jouer en allant en Russie, en allant à Paris. Mais il joue avec qui? Comme tous les jours. On ne peut plus jouer comme ça, madame. Donc, il est temps pour les Africains d'avoir un centre de renseignement le plus efficace possible. Pardon. Et la Russie nous propose cette occasion aujourd'hui, il nous tend la main. Je ne vois pas pourquoi les Africains traînent. Nous avons un problème d'énergie en Afrique. La Russie nous propose un partenariat stratégique dans le domaine du nucléaire civil. Pourquoi on traîne? Pourquoi tous les Africains ne courent pas là-dedans? Après 60 ans d'obscurité. Mais qu'est-ce qui se passe? La Russie nous propose aujourd'hui un domaine, nous propose aussi un partenariat stratégique dans le domaine spatial. Nous avons notre espace aérien que nous ne contrôlons pas. Je vous ai parlé de nos frontières terrestres. On ne les maîtrise pas. Maritime, n'en parlons pas. Alors aérien, c'est encore pire. Et tout ça, la Russie nous propose tout ça aujourd'hui. Pourquoi on ne court pas là-dedans? Parce que tout simplement, madame, nous n'avons pas un leader. Nous n'avons pas de leadership. Il faut le reconnaître. Raison pour laquelle nos patriarches, nos aînés qui sont là aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas les insulter, madame. Ce n'est pas de manquer de respect. C'est tout simplement qu'il faut changer ce mode de gouvernance et tendre la main à la nouvelle génération. Il n'y a que comme ça. La nouvelle génération qui arrive, c'est l'AES. C'est l'AES, madame. Il faut soutenir cette organisation. Nous n'avons pas d'autre choix. Si on loupe ce siècle, madame, l'Afrique est partie encore pour un bon moment dans la solution pour des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils disent que d'ici une dizaine d'années, on va revenir chez vous. Pour sortir, madame, juste un petit vous savez qu'il y a 2 jours, Donald Trump a gagné les élections aux États-Unis. Et hier, il y a eu un sommet européen où Macron lui-même il disait qu'avant même l'élection de Trump, Trump a toujours dit que moi, si j'arrive aux manettes, les choses vont changer. Mais hier, il y a eu un mini-sommet à Budapest, en Hongrie, où Macron disait à ses partenaires qu'on ne peut plus déléguer notre sécurité à l'Amérique. Et Macron a dit quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas remarqué. Il a dit, vous savez, le monde est composé d'herbivores, de carnivores. Et comme moi, Macron qui parle, je ne veux pas être mangé par les carnivores, je préfère être omnivore. Et en terminant, il dit, je ne veux pas être agressif. C'est comme ça. Vous savez ce que ça veut dire, madame? Ça veut tout simplement dire que, à l'heure où nous sommes, Macron est capable, c'est-à-dire l'Europe, parce que le grenier, c'est en Afrique. Quand le colonel Burkhardt vous dit que je vais revenir en Afrique dans 10 ans pour recoloniser, ce n'est pas pour rien. Donc Macron, lui, préfère être omnivore et pour manger tous les jours, sécuriser, avoir toujours l'arme nucléaire, ça va être quoi? Ça va être les richesses africaines, au dépend de la population africaine. Voilà ce que ça veut dire. Donc il est temps, madame, pour en sortir, de prendre ce problème de renseignement au sérieux, de renforcer notre système militaire, parce que le nucléaire, on n'y est pas, il va falloir travailler dur avant d'avoir le nucléaire civil, après tout doucement dans le nucléaire militaire, mais pour cela, il faut avoir sa monnaie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers, madame. Il y a beaucoup de chantiers. Merci de m'avoir laissé quand même m'exprimer. Je vais continuer à vous remercier, madame Wandji, pour le travail énorme que vous abattez pour la conscientisation du peuple africain. Force et courage à l'AES. Vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Bonne soirée, monsieur Basson. Merci.
Merci à vous, Monsieur Basson, de nous avoir appelé. Faites comme lui, hein. Vous pouvez composer le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Appel audio, WhatsApp uniquement. Appel audio, WhatsApp uniquement, pas d'appel vidéo, s'il vous plaît. Les vidéos sont proscrites, uniquement des appels audio sur WhatsApp pour pouvoir donc participer à cette édition d'appel sur le continent, alors qu'on se pose la question de savoir si le Niger a espionné la DGRE française pour avoir des informations aussi confidentielles sur Paris. Paris, d'ailleurs, qui a donc ouvert une enquête pour savoir comment est-ce que les autorités nigériennes ont pu entrer en possession de tels documents jugés, bien sûr, confidentiels. Inassé Adama, bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir à mon co-panéliste, bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média. Toutes mes excuses pour l'instabilité du signal. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. On rappelle que vous êtes en direct de la télévision panafricaine, hein, Afrique Média, pour appel sur le continent. Alors, Inassé Adama, comment, selon vous, les services de renseignement nigériens ont-ils réussi à obtenir des informations aussi confidentielles d'un pays comme la France, qui autrefois était considéré comme un dominant, voilà, sur l'Afrique, et voilà qu'aujourd'hui, le Niger, ce petit pays, entre parenthèses, tel que annoncé par les Occidentaux, a pu avoir des informations aussi confidentielles sur un pays comme la France? Merci pour la question. Je pense que la France est surprise de constater qu'un pays pauvre, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire, comme le Niger, puisse avoir des informations aussi confidentielles comme eux-mêmes ils le disent. Mais sachez que avant cette lutte de souveraineté, c'est la France qui entraînait, qui formait pratiquement tous nos services, que ce soit militaire, que ce soit renseignement, et aussi était un peu présent partout dans nos services. Et donc, la France avait facilement toutes les informations nous concernant. Contrairement à eux, tout était caché. Et c'est ce qui leur permettait de se dire qu'ils font des opérations confidentielles. Mais il faut noter que quand on s'engage pour la lutte pour la souveraineté et que quand on a des partenaires vraiment sincères qui acceptent de donner des vraies informations, des vraies formations et donner du bon matériel, je pense que l'Afrique n'est pas aussi nulle que cela pour ne pas pouvoir faire des merveilles en matière de renseignement, en matière militaire, en matière économique, même en matière politique, puisque la mère de la politique même, c'est l'Afrique. Et même en matière de développement économique, si on remonte dans l'histoire, c'est l'Afrique. Donc, la France est surprise. Pourquoi? Parce qu'on a découvert ces manœuvres. Mais je pense que la France n'est pas intelligente. Pourquoi? Parce que depuis le moment où le Niger avait demandé à l'ambassadeur Ité de quitter la France, et elle avait joué de toutes les stratagèmes pour ravitailler même l'ambassadeur Ité en denrées, et le Niger a pu intercepter ce ravitaillement. Au-delà de cela, il y a eu un moment où les services nigériens, les services de sécurité nigériens avaient localisé un centre d'opération de la DGSE française avec des armes et munitions, avec tous les plans d'action d'une déstabilisation. Ça a été montré et nous avons vu. Donc la France devait savoir depuis ce moment que le Niger est en train de mener un travail qui déjoue pratiquement tout ce qu'ils ont préparé comme manigance. Au-delà de cela, il faut noter que la fois dernière, on se posait la question s'il fallait à l'AES de mettre en place un service de renseignement unique pour les 3 États. Et j'avais dit ce jour que les services de renseignement des 3 États collaboraient étroitement de telle sorte qu'on a l'impression que ces 3 États avaient un seul service de renseignement. Ces compétences parmi nos agents de sécurité, nos hommes de renseignement, ne sont pas des compétences en tout cas qu'il faut foutre en l'air, parce que ce sont des gens qui ont eu des formations élevées et avec l'appui de la Russie aujourd'hui, ils sont devenus des experts. Et donc, c'est naturel que les résultats soient palpables. Et comme ce que mon prédécesseur Tapé l'a dit, lorsque vous pensez vous cacher quelque part, sachez que votre cachette a été préparée par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est arrivé à la France.
Et tout ce que la France fait autour de l'AES ou dans l'AES, ils oublient que nous avons aussi nos services de renseignement, nous avons aussi nos yeux, nos cerveaux pour réfléchir, et ils oublient également que nous sommes aussi habitués à leur manière de faire depuis 1960. Avant, c'était les experts techniques internationaux, que les coopérants français qui étaient dans nos ministères, les entrepreneurs français qui venaient, même les ambassadeurs français qui sont des agents de la DCSE. Combien de fois le Burkina a refusé la présence de certains ambassadeurs qui n'étaient que des agents de la DGSE, et d'autres aussi qui étaient d'autres bords, en tout cas, qui ne convenaient pas à l'Afrique. Donc, ça montre à suffisance que dans nos États, nous avons des hommes capables de détecter certains pièges qui sont en train d'être préparés. Et moi, je pense que même si le Niger n'a pas totalement infiltré les services de renseignement français, mais le contre-espionnage aussi a permis de donner beaucoup d'informations à nos éléments. Et aussi, il faut noter que la Russie, notre soutien, notre grand soutien, ne va pas nous laisser en tout cas le bras ballants, vu qu'ils ont pratiquement assez de satellites pour nous permettre de jouer certains pièges. Merci Inassé Adama. Alors qu'on va apprendre notre téléspectateur, vous ne partez pas, hein, vous restez toujours avec nous, Inassé Adama, le temps d'écouter ce téléspectateur sélectionné pour nous par la technique. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, madame Capet, j'espère que vous allez bien. Je salue toute l'équipe d'Afrique Média et merci pour le travail que vous faites. Bon, j'aimerais apporter ma petite contribution à ce sujet qui est très important. En fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est de rester vigilant parce que le Quai d'Orsay a fait sortir ce communiqué bidon comme quoi ils sont inquiets. Non, ils ne sont pas encore inquiets. L'Afrique a changé et je suis très content qu'ils donnent une force de frappe au renseignement nigérien, c'est-à-dire à l'AES. J'appelle toujours au peuple de l'AES, j'appelle tous les Africains à servir d'effort au renseignement nigérien. Si vous voyez quelque chose dans tout l'AES, même hors de l'AES, signalez les autorités nigériennes pour démasquer les plans mafieux, c'est-à-dire les plans sataniques de la France, que nous allons détruire bientôt. Donc, moi, tout ce que je peux dire aussi, c'est d'appeler le fils d'Ebi, parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure où il disait qu'ils se sentent seuls, que non, que quand ça n'allait pas, ils ont aidé les pays de l'AES, ils ont aidé tous les pays voisins. Mais il appelle le fils d'Ebi. Tu ne peux pas combattre Boko Haram en gardant 9 bases militaires françaises au Tchad. C'est pas possible. Il faut rejoindre l'AES pour continuer le combat panafricain comme a dit le doyen Tapé Kourbera et comme a dit tout à l'heure le frère tout à l'heure qui parlait. Donc, j'appelle ici aux autorités nigériennes, aux autorités du Mali, aux autorités du Burkina, c'est-à-dire l'AES en Guinée, de redoubler d'efforts et de toujours sortir les plans mafieux de la France. Parce que sans la communication, nous ne pouvons pas gagner ce combat-là. Le premier combat d'abord, c'est la communication. Sans la communication, nous ne pouvons pas. Et ce sont les renseignements, c'est l'information. Donc, j'appelle les jeunes, les femmes, les mères, les tantiques qui sont dans les fins fonds du village, qui sont un peu partout en ville. Si vous voyez des trucs bizarres, appelez les autorités à signaler rapidement pour qu'on puisse les démasquer. C'est ça aussi le renseignement. Le renseignement aussi, c'est la population. Tant que si la population est en parfait accord avec l'armée, vous allez voir que l'armée du Niger va être le renseignement la plus forte en Afrique. Déjà, ça me réjouit déjà qu'on a pu démasquer les agents dormants de la France et tout. Et nous allons continuer à faire ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir appelés. Alors qu'on va dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours nous appeler. Hein. Vous pouvez toujours nous appeler pour donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant le Niger qui a donc détecté ou alors obtenu via son service de renseignement des informations confidentielles de la France pour une tentative de déstabilisation des militaires au pouvoir. Alors, c'est toujours l'instant des téléspectateurs
téléspectateurs, hein, vous pouvez toujours nous appeler pour donner votre point de vue sur le sujet du jour. Allez-y, essayez, insistez, persistez jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Alors, Inassé Adama, on se retourne vers vous. Ces basses manœuvres de la France mises à nu par le gouvernement nigérien ne va-t-il pas transformer le paysage géopolitique de la région et surtout affaiblir la position française en Afrique de l'Ouest, Inassé Adama? Naturellement, depuis le moment où le Mali a demandé à la France de ne plus être son porte-plume, la France a commencé à perdre du poids. Au-delà de cela, quand les trois États se sont associés pour faire la Confédération des États, de l'Alliance des États du Sahel, vous avez remarqué que ces temps-ci, la France et même par extension l'Europe est en déclin, l'Europe est dans des difficultés. Et de manière géopolitique et géostratégique, naturellement, la France va encore baisser de cote, puisque les basses manœuvres de la France ont été dévoilées. Ce n'est pas que les autres États ne le font pas. Par exemple, comme les États-Unis, eux tous, ils sont dans cette même dynamique de mettre à rude épreuve les États de l'AES pour quand même pouvoir revenir. Et comme d'habitude, leur objectif principal, c'est de pouvoir s'imposer et aussi piller les ressources naturelles de l'AES. Donc, cette découverte où ce communiqué mettant à nu les manœuvres de la France, ce n'est pas que c'est aujourd'hui ça a commencé, mais le fait que ça a été rendu public avec des preuves à l'appui, c'est comment dire, la face cachée de la France qui est mise à nu. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse Macron à dire dans un de ses discours que le monde est divisé en herbivore et en carnivore. Et lui-même, il veut être un omnivore, c'est-à-dire celui qui agresse tout le monde. Les carnivores, ce sont les agresseurs. Les herbivores, eux, ce sont ceux qui sont pacifiques, qui attendent tout et qui ne cherchent pas à agresser les autres. Mais les carnivores, ce sont les agresseurs. Mais l'omnivore, lui, il est plus que le carnivore. Lui, il agresse tout le monde, que ce soit ses propres éléments ou d'autres qui ne sont pas du même côté que lui. Donc, pour dire que la France, aujourd'hui, ne se cache plus de ce qu'elle est, mais cela aussi l'amène au fond du gouffre parce que chaque pouvoir, chaque puissance a son apogée et a son déclin. Et je pense que la lutte de souveraineté que l'AES a engagée a mis aussi un début au déclin de la France, qu'elle l'accepte ou non. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à la France. Et les États-Unis aussi n'arrangent pas un peu la France parce que les États-Unis, tout en cherchant à aussi s'imposer, est en train d'écarter la France par une autre manière. Donc, je pense que la France perd pied. Et comme vous l'avez dit, le moment où l'AES s'est tournée vers la Russie, c'est également une autre manière d'écarter la France de la géopolitique du Sahel. Et nous invitons les autres États de collaborer avec les États sincères. On n'a pas dit de quitter un colon pour un autre colon. Ce n'est même pas notre objectif. Mais pour la souveraineté, il faut traiter avec des partenaires sincères, des partenaires qui vont subvenir à ceux dont vous avez besoin. Et vous aussi, ceux dont vous êtes capable d'offrir, vous allez offrir. C'est un libre-échange, un partenariat gagnant-gagnant. Et la France n'est pas dans cette optique-là. Merci à vous, Inassé Adama. Vous ne partez pas, hein, on va prendre encore notre téléspectateur. Nous fait-on savoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez et d'où est-ce que vous nous appelez? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire, je m'appelle Boubacar. Bonsoir, Boubacar. Ouais. Bon, j'appelle surtout au niveau de l'AES, ce que le monsieur vient de dire tout de suite là, on quitte pas un mètre pour un autre mètre. Bon, ça d'abord c'est une bêtise parce que là, le président français confirme que lui, il se comportait en maître en Côte d'Ivoire et, disons, en Afrique. Donc, lui-même, il a dit de sa propre bouche qu'on ne quitte pas un mètre. Donc, lui, il était un mètre, mais il ne peut pas parler à la place de l'autre et confirmer que l'autre aussi est maître. Mais dès qu'ils nous disent quelque chose, nous, on tombe dedans. Chacun prend cela, on ne quitte pas un mètre pour un autre mètre. Mais non. Tu as un club, tu as ton club. Le Cameroun a une équipe. Tu prends un entraîneur. Pendant 60 ans, tu ne bouges pas. Tu descends. Et mais tu descends en deuxième division. Tu vas encore pour tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On change l'entraîneur, on change le coach. Pour ça, ils ont vu qu'on ne change pas quelqu'un. C'est pas possible.
Et moi, je trouve aussi que sur le plan communicationnel, bon, on a un petit problème dans la communication. Parce que là, jusqu'à présent, tout ce que les gens disent, on entend plein sur Afrique Média, mais on ne voit pas ça sur les chaînes nationales. Moi, j'ai suivi, bon, quand le chef d'état-major de l'armée de l'air malien était en Russie, il a eu une interview. On nous montrait ça souvent sur RT en français. On nous montrait ça, on pouvait voir ça 3 fois par jour. Mais quelle est la chaîne malienne qui a montré ça 1 fois ou 2 fois? Bon, bien sûr, je ne suis pas ça tout le temps, mais ça va quand même m'étonner que les gens ils aient montré ça. Ça, là, ce sont des trucs à montrer. On fait de la publicité. Nous aussi, il faut qu'on essaie de mettre aussi la publicité en marche. C'est une arme. Mais il faut qu'on se serve de cette arme-là. Pendant plus d'une semaine, 3 fois par jour, le matin, tu allumes, tu regardes à midi, tu regardes le soir. Mais les chaînes maliennes, ils n'ont pas montré. Bon, sur Africa Media aussi, on nous a montré ce Français qui disait que ouais, comme maintenant les armées françaises ne sont plus chez nous, maintenant ils peuvent foutre le bordel chez nous. Mais des trucs comme ça, là, ça doit passer sur nos chaînes. Mais nos gens sont là, ils ne savent pas où donner de la tête. On dirait qu'ils n'ont pas. Il faut que nous, nos gens, se servent des médias. Raison pour laquelle moi, comme ça, je m'en prends toujours quand même à ceux qui se font appeler intellectuels, mais ils ne font pas leur travail. Tu vas prendre quelqu'un comme ça, tu le mets en France, il va travailler correctement. Tu le prends, tu le mets chez nous ici, il change. Je ne comprends pas. Or, pourtant, tu vas trouver qu'ils ont les mêmes diplômes. Quand tu vas vouloir payer l'autre plus que lui, il va te dire que non, on a les mêmes diplômes. Mais quand ils viennent ici, ils ne travaillent pas. Il est normal que les médias, là, on doit mettre l'accent sur les médias. Les gens doivent être informés quotidiennement. Tout ce que les Blancs disent qui nous dérange, c'est sur Africa Media, on entend. Mais on doit entendre ça sur Africa Media, sur les chaînes du Mali, du Niger, du Burkina. Tout ça, là, ça sert à galvaniser la population. Il faut qu'on maintienne la population en permanence. Il faut qu'on les conserve dans cet esprit-là. Mais si toutefois je mets en tournant, on n'entend rien. Quand on regarde sur les chaînes, c'est autre chose qu'on voit. C'est autre chose qu'on voit. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit au moins, il faut qu'on sache que ouais, Général de Gaulle, il a fait ceci, il a fait cela de mauvais. Il faut qu'on voit tout. Jusqu'à présent, il y a des gens qui prennent le Général de Gaulle pour un héros. Moi, ce n'est pas un héros. Mais si ce n'est pas un héros, il faut que nous prouvons. Si ce n'est pas un héros, nous on le prouve où? Nulle part. Donc vraiment, les médias, il faut que vraiment, ils y mettent pas, ils y mettent du chien. Ok, merci, je vais m'arrêter là. Et je souhaite tout le bonheur à Africa Media. Que du bonheur à vous également. Merci de nous avoir appelés depuis la Côte d'Ivoire. Alors, Tapé Goubera, on se retourne vers vous. On va dire que la France se retrouve dans une situation plutôt délicate, car refuter ces accusations sans pour autant apporter des preuves palpables pourrait se retourner contre elle, et tandis que, comment dirais-je, une escalade verbale avec le Niger risque d'aggraver certainement l'isolation ou alors l'isolement de Paris en Afrique de l'Ouest, puisque la France est même déjà affaiblie par le retrait de ses troupes de part et d'autre. Tapé Goubera. Oui, mais en fait, je pense le président Banakani a une phrase que j'aime bien, et je pense après lui, d'autres personnes l'ont dit. S'il y a une personne qu'il faut féliciter, c'est M. Macron. Parce qu'avec ses airs d'empereur, il pensait véritablement, sans respecter souvent les protocoles, sans respecter les traditions, il pensait qu'il était le super-homme. Et donc, sa démarche a toujours été une démarche d'un enfant qui peut-être a eu tellement de jouets qu'il ne sait pas qu'en réalité, les jouets, pour les avoir, les gens ont souffert. Il est venu détruire même le peu d'estime que la France avait. Je vais faire une petite digression. Vous savez qu'il a été le premier chef d'État au monde à féliciter M. Trump. Or, nous savons la version qu'il avait pour ce monsieur. Mais pour parler, c'est que avant l'avènement de Trump, on avait parlé d'un dossier secret et qui s'est dit même sur les chaînes françaises que l'équipe de Trump aurait, ou bien que les renseignements généraux français, américains doivent avoir. Donc, pour vous dire que comment on appelle ce monsieur avec son équipe, ils ont fait tellement de gaffes, tellement de bêtises, qui n'est que le couronnement de ce que nous avons subi jusque-là, mais on ne peut que le remercier. Ils vont chercher à démentir. Écoutez, nous avons l'exemple le plus palpable.
on le dit toujours, le 15 août 2022, les autorités du Mali ont demandé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse organiser une conférence, une réunion, pour qu'eux puissent montrer les preuves palpables dont ils disposent pour montrer que la France est ce pays-là qui est à la base de la déstabilisation, qui met les moyens énormes pour, pour déstabiliser le Sahel. Une personne qui est innocente, qu'est-ce qu'elle va faire? Imaginez que moi, quelqu'un m'accuse sur le plateau pour dire que je suis un violeur et qu'il veut qu'on en parle. Mais si je ne suis pas un violeur, je vais dire, OK, qu'on en parle et que la personne vienne montrer ses preuves. Comme ça, je vais le confondre. Mais si je me mets à vous empêcher à dire, écoutez, Mme Wangui, non, je ne suis pas disponible, ça ne sert à rien de faire l'émission, à un moment donné, un doute va s'installer. Et peut-être même vous allez continuer de dire, finalement, M. Goubera, il n'est pas un monsieur sérieux. C'est la même chose. La France pose son veto pour ne pas que la réunion, depuis 2 ans, on tend maintenant vers la 3e année, ait pu avoir lieu. C'est la même chose. Et ça veut dire quoi, en fait? Et on a vu des ambassadeurs, l'ambassadeur permanent de la France aux États-Unis venir dire oui, que c'est des allégations, que c'est mensonger. Mais le gars dit oui, si vous trouvez que c'est des allégations, donnez la possibilité pour qu'on ait la réunion. C'est la même chose qu'ils vont dire. Parce que le Niger ne peut pas publier des documents avec des informations précises sans qu'on dise que ce n'est pas d'eux. Deuxièmement, pourquoi on dit bien qui se sent morveux se mouche? Pourquoi est-ce que la France est tant ébranlée, cherche même à faire une enquête pour voir comment est-ce que ces documents ont pu arriver? Et en même temps, parallèlement à ça, ils vont aller dire oui, qu'il ne sait pas d'eux, etc. Ils vont faire un démenti. Vous voyez que c'est un désordre qui est organisé au sein, ça y est, la panique, au sein de l'élite française, de cette junte française qui est dirigée par M. Macron et qui, véritablement, se sent aujourd'hui déstabilisé. Comme l'a expliqué tout à l'heure mon frère Adama Inassé, comme j'ai dit, au départ, ils se sentaient très forts parce qu'ils avaient tout. Vous imaginez, quel pays africain a une seule base dans un pays européen? Ça n'existe pas, mais ils ont leur base. Tous nos dirigeants, enfin militaires, sont formés ici à Saint-Cyr, en Occident. Donc, ce qui veut dire qu'ils les maîtrisent. Et en plus, ils viennent soi-disant pour former nos agents sur le terrain. Donc, ils ont accès à tous les dossiers. Donc, en réalité, ils ne font pas d'efforts. Ici, je veux dire, le Niger simplement a joué la contre-expertise, enfin, le contre-espionnage, pardon, et n'est plus resté dans une posture parce qu'ils savent que la France a un projet de déstabilisation des pays de l'AES en général et du Niger en particulier, donc ils ne vont pas rester là. Et donc, de ce fait, donc le contre-espionnage a joué son rôle et continue de jouer son rôle. Mais ce que M. Macron et sa junte ignorent, il y a un proverbe qui dit, quand tu es au bord de la rue, quelque chose bouge, tu ne vas pas là-bas, c'est qu'il va venir te trouver. C'est comme ça que font le Niger. Le Niger, ils sont sereins. M. Macron ne sait pas ce qu'ils ont en plus, parce qu'il va s'exciter et il y a d'autres choses qui vont sortir, qui vont même peut-être être des éléments éclaboussants. Au lieu donc d'avoir la sagesse de se taire, ils vont en train de passer de dénégation en dénégation, et ce qui n'est pas, qui n'est pas honorable. Vous avez entendu tout à l'heure, bon, je salue au passage tous ceux qui sont intervenus. On a vu la fameuse phrase de M. Macron qui est sortie, c'est pas des choses, puis dit que lui, il ne veut pas être carnivore, enfin, il ne veut pas être, comme on appelle, herbivore, et que, de ce fait, puisque les carnivores vont le manger. Ah, nous sommes vraiment contents de savoir qu'en réalité, c'est nous, les Africains, qui nous comportions comme des herbivores. Et le Niger a décidé de ne plus être un herbivore, mais d'être un omnivore, puisque c'est ce que Macron nous dit. On voit qu'à l'AES, on est devenu des omnivores. On ne veut plus accepter que les carnivores aient cette politique. Parce que quand on le disait, nous parlions sur Afrique Média, quand Afrique Média parle, on trouve que les gens exagèrent de parler de l'impérialisme. Voilà M. Macron qui hier, il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine, hier seulement à faire. Tout le monde peut aller voir sa conférence où il dit qu'il ne veut plus accepter qu'il délègue sa souveraineté à un pays tiers. Donc ça, c'est une occasion
pour nos dirigeants encore qui croient, je ne sais pas à quoi, ou bien qui pensent, je ne sais pas sur quoi, ou bien qui croient à quoi. Voilà ce que Macron vous dit, que lui, eux, ils ne sont plus, parce que ça montre à quel point, à l'époque, nous, on ne voyait pas, mais M. Macron vient de montrer que eux, leur sécurité, ils avaient confié aux États-Unis. Et comment des pays africains qui savent que, comment on appelle, cette sécurité n'est pas sûre, voilà, puis c'est le Macron maintenant qui, à un moment donné, se détache. Et nous aussi, nous devons savoir que cette sécurité n'est pas sûre. La seule bonne sécurité que nous puissions avoir, c'est la sécurité de nos citoyens. Donc, l'occasion est donnée ici de chasser sur le continent africain toutes les bases. On a le président, je ne sais pas si je dis bien son nom, Duoto, le nouveau président du Botswana, qui, dès qu'il a été élu, il y a à peine, je crois, 1 ou 2 semaines, sa première prise de position, c'est de chasser la base militaire américaine au Botswana. C'est ce que nous avons reproché aux autorités sénégalaises élues. Hein? On dit quand on est dans l'opposition, on peut dire oui, c'est un projet, mais dès qu'on arrive, on met ça en exécution. C'est une chance inouïe. Et je rappelle, hier on était sur cette chaîne, on a dit, nous avons 2 années sabbatiques, parce que c'est sûrement que je fasse cette digression pour que les gens comprennent. Monsieur Trump est venu, il va faire ce que j'appelle comment on appelle, du laminage. Il va laminer. D'abord, à l'intérieur des États-Unis, tout le système. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez le discours de Mme Kamala Harris qui a dit qu'il faut que ça se passe de manière soft. Parce qu'ils savent, il est venu pour se venger. Monsieur, il sait que lui, il n'a que 4 ans, il ne va plus être candidat, d'autant plus qu'il aura 80 ans. Donc, il va faire un travail propre aux États-Unis. Tous les juges qui l'ont condamné et que maintenant il est sous, comment on appelle, sous protection, je vais dire juridique en tant que chef président de la République, il va d'abord les mettre quelque part dans un petit coin et puis ils vont chercher dans les petits recoins tout ce que ces gens ont fait. Si cette femme a trompé son mari, ou elle a eu un discours, ou bien elle a fait ça, etc., tout cela va exploser. Ou bien si par malheur, elle a pu prendre peut-être 10 euros chez quelqu'un, tout ça va exploser. Donc, M. Trump va le faire d'abord à l'intérieur et ensuite, il va s'en prendre aux pays occidentaux comme les Macron. Je l'ai dit à l'entente de mes propos, et c'est sorti sur une des chaînes françaises, je ne vais pas faire de publicité, qu'ils ont un dossier de M. Macron, sur la vie privée de M. Macron. Donc, ce sont des choses qui vont exploser. Nous avons ici, là, une chance inouïe. Pendant que, comme on dit, 2 lions se battent, l'herbe ne cherche pas, ou bien la gazelle ne cherche pas à dire, je vais venir vous séparer. Ce n'est pas notre rôle. Et c'est pour cela que nous saluons ce qui se passe au niveau de l'AES. Nous donnons la possibilité ici à d'autres dirigeants africains. Tout à l'heure, pour un de mes frères qui est intervenu à parler de, comment on appelle, des renseignements généraux, qui a dit ça, Béba. Oui, tout cela, on leur dit que vous avez l'occasion maintenant. On ne va pas leur continuer de leur lancer la pierre. Aujourd'hui, nous leur disons, vous avez la possibilité. Nous avons 2 ans, 2025, 2026, ce sont des années de l'Afrique. Il faut que ce tournoi-là soit saisi. Il faut, parce que Macron, sur le discours de Macron, je demande à tous les dirigeants africains de l'écouter. Il parle de souveraineté. Il parle de ne pas léguer sa souveraineté à un pays tiers. Alors pourquoi nous allons aussi léguer notre souveraineté à un pays tiers? Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons réfléchir et je souhaite que si Afrique Média nous permet, qu'on ait ce discours-là qui soit exposé pour que nous disons aux dirigeants africains, à certains Africains qui sont encore sceptiques, qui pensent qu'on ne peut pas être autonome, que voilà ce que M. Macron a dit. Le Macron que vous supportez, pour lequel vous dites que oui, il doit continuer de mettre ses bases, il dit qu'il ne veut pas de base. Moi, dans mon livre, dont vous voyez le titre derrière, j'ai parlé de cette base. En 1966, lorsque le général de Gaulle est venu, il a demandé à ce que les 187 bases américaines qui étaient sur le sol français puissent partir. Et du jour au lendemain, en février, c'est parti. Et en mars, il n'y avait pratiquement plus de bases. Donc, nous avons cette possibilité-là de le faire. Et donc, ici, vous voyez, avec ce qui se passe avec les pays de l'Est et notamment les pays ce que a fait le Niger, montre que si les moyens sont mis à la disposition de nos services, on va faire un travail propre. On ne va plus se contenter d'être des gens qui suivent. On va être dans une dynamique offensive, ce n'est pas seulement défensive. Cette parenthèse, je la fais parce que c'est toujours mon cri de cœur pour qu'on comprenne que nous avons 2 années où il ne faut pas jouer pendant que Trump se charge à l'intérieur de son pays
et les pays occidentaux, c'est le soleil qui s'ouvre pour nous. Le Dieu, je ne sais pas comment on l'appelle, l'univers, l'énergie, donne la possibilité. Honnêtement, tout chef d'État africain qui n'est pas capable d'assumer cette responsabilité se met de côté. On ne va pas le bannir. On va mettre des gens qui ont envie pour que nous avancions. C'est l'occasion unique. Enfin, il peut arriver d'autres, mais cette occasion-là, il ne faut pas rater ce village. C'est un village très, très important. Et nous saluons ce que font les autorités de l'AES, singulièrement ce qu'a fait les autorités du Niger. Merci Tapé Goubera. Alors qu'on va se retourner vers Inassé Adama. Mais avant, on nous fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. On va le prendre et revenir vers vous, Inassé Adama. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Comment est-ce que vous appelez et d'où est-ce que vous nous appelez? Ok, bonsoir Christelle, c'est Zerfel depuis l'Allemagne. Vraiment, j'ai dit d'abord merci à tous mes techniciens parce que vraiment ils ont fait du progrès. Parce que c'est que vraiment, c'est qu'on ne voyait pas, c'est qu'on ne voyait pas aujourd'hui, Afrique Média est revenu, c'est qu'on voyait avant est revenu aujourd'hui parce que vraiment, l'audit est très clair qu'on écoute très bien cette télévision qui nous est conscientisée, qui nous est réveillée de lourds sommeil. Et je dis que bien, je dis merci vraiment à mes frères techniciens qui font ce boulot-là. Mais parce que, comment dire, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des médias. Moi, je vais lancer un appel à tous les présidents d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce travail que Afrique Média et les autres télévisions panafricaines, ce qu'elles sont en train de faire, il faut que ces présidents-là aient au moins l'amabilité. Ce n'est pas seulement vos médias nationaux qui peuvent servir toute l'Afrique. Les 3 télévisions dont je vais, vous savez déjà les noms. Et vraiment, ces télévisions font un grand travail. Vous, les présidents, qu'on défend tous les jours, qu'on protège tous les jours, ayez au moins vraiment les regards sur ces personnes qui travaillent pour vous, qui vous aident, qui vous protègent, de donner un peu de votre budget sur les informations et sur la communication plutôt. Pour que vraiment ces médias qui veulent nous étouffer avec leurs mensonges, alors pour que ces 3 télévisions panafricaines puissantes qui sont aujourd'hui en Afrique, c'est à cause de ça qu'on nous respecte aujourd'hui. Il faut que vous ayez la main sur le cœur pour donner un peu de moyens à ces télévisions-là. Parce que vos télévisions nationales de vos pays, le plus souvent, il ne peut pas dire ce que Afrique Média dit ou ce que l'autre dit. Or que cette télévision que nous regardons aujourd'hui, Afrique Média, cette télévision, elle est écoutée dans le monde entier. Elle est écoutée dans le monde entier. C'est la première télévision panafricaine qui a réveillé la conscience des Africains. Donc moi, je demande à tous ces présidents africains, ce n'est pas la peine de dire que bon, la télévision n'est pas dans nos pays, mais cette télévision, pas seulement Afrique Média, cette télévision qui se bat aujourd'hui pour vous, il faut que vous mettez un peu de regard, vous tournez un peu vos regards vers ces médias pour vous, pour les aider un peu. Parce que ceux qui viennent parler sur le plateau, parce que les techniciens qui travaillent dans ces médias, ils ont une famille, ils ont du boulot, pour que les fondateurs de cette télévision puissent vraiment avoir un peu d'oxygène pour aider ces jeunes-là pour continuer l'œuvre qu'on les a confiée pour nous informer. Parce que si vous ne faites pas là, ce n'est pas les Occidentaux qui viendront nous aider. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire seulement d'acheter des canons, des drones, mais ce qui est important aujourd'hui, comme l'arme la plus puissante aujourd'hui, ce sont les médias. Donc, si vous négligez ces médias, je pense que vous avez échoué. Alors, je vous demande, je vous lance un appel. S'il vous plaît, aidez ces médias pour que nous puissions aujourd'hui être égal à égal avec les informations. Parce que ceux qui viennent nous donner ces informations-là, ils ne les fabriquent pas. Ce sont des informations sûres et certaines que même les Occidentaux, ils ont peur de cette télévision aujourd'hui. Alors, moi, je vous demande pardon d'aider les choses. Je passerai toujours ce message à tous les présidents africains qui sont
aujourd'hui, comment dire, du côté de la vérité pour que ces médias puissent aller de l'avant. Merci. Et maintenant, je vais pour que Macron, ce qu'il est en train de dire, parce que Macron aujourd'hui s'embrouille tellement qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Parce que vraiment, comme disait mon frère tout à l'heure, il est venu nous sauver. Parce que ça fait maintenant, depuis qu'il a pris il est au pouvoir, tu vois, l'Afrique est chose, comme aujourd'hui, les Africains, on sort nos têtes, des choses les têtes qui étaient sous l'eau pendant des siècles et des années aujourd'hui, nous sortons notre tête et on nous voit. Grâce à ce monsieur, il a voulu jouer au dur, or qu'il ne sait pas, il était en voie de choses, comment dirais-je, à une époque qui n'était pas l'époque des années 60, nous sommes en 2024 aujourd'hui, donc il avait oublié que le monde a évolué. Alors, comme il a mis les pieds dans le plat, nous allons profiter de ça et puis quitter sous la robe de ces Français-là pour que nous puissions aller de l'avant. Merci encore Afrique Média. Merci tous les médias qui font ce travail-là. Il faut que les présidents-là, parce que je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire développer quelque chose, mais je suis venu pour lancer un appel à des présidents-là. Parce que ce travail que les gens sont en train de faire, il faut que vous ayez l'amabilité au moins 0,1% de vos budgets comme de communication à ces médias-là. Merci. Merci également à vous, Zerfel, de nous avoir appelés. Alors, Inassé Adama, on se retourne vers vous. La France a-t-elle encore la capacité de planifier dans le grand secret des actions d'envergure dans une zone comme celle du Sahel? Allô, Inassé? J'aimerais quand même féliciter. Oui. Allez-y. On ne peut jamais dire jamais, mais moi je félicite déjà d'ores et déjà les services de renseignement de l'AES parce que les déclarations du Niger ne sont pas les premières. Je me rappelle, le Burkina a renvoyé à 2 reprises des espions français qu'on a arrêtés au Burkina et qui ont été rapatriés et Mani Militari. Ce qui veut dire que les services de renseignement de l'AES sont vraiment à un niveau, en tout cas, au-dessus de la moyenne et qui permet à l'AES de, jusqu'à présent, déjouer les différents plans de déstabilisation. Parce que le Burkina en a déjoué beaucoup, le Mali et le Niger aussi en ont déjoué beaucoup, ce qui prouve que toutes les manigances en secret ne sont pas, mais plutôt des secrets pour la France elle-même. Et donc, pour ne pas dire jamais, en tout cas, il est difficile, à moins que nos services de renseignement ne prêtent le flanc, il sera très difficile que la France puisse préparer des déstabilisations secrètement. Du moment où les autorités de l'AES sont en train de mutualiser et de chercher à mettre en place un centre d'opération unique des services de renseignement et de donner plus d'efficacité également aux services de renseignement détachés dans chacun de ces pays-là, je pense qu'il serait très très difficile pour la France de préparer une déstabilisation en douce comme ils ont l'habitude de le faire. Parce qu'avant, on avait les yeux fermés, on faisait confiance à la France comme un État protecteur, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la France elle-même se fait protéger et d'ailleurs, la France n'a aucune base, en tout cas solide, à part l'appui des Africains. Et donc, il serait difficile pour la France aujourd'hui de passer en douce dans l'AES du moment que les services de renseignement sont engagés, les services de sécurité sont engagés et même la population est engagée au sein de l'AES. Pourquoi je parle de cela? Parce que quand toute nouvelle personne entrera dans le territoire haïtien, il faut noter que ce sont les peuples qui vont d'abord dénoncer l'arrivée d'une nouvelle personne qui, on ne connaît pas ses activités. Et en ce moment, les services de sécurité vont mener une enquête sur la personne et se rendre compte qu'effectivement, la personne n'a pas d'activité concrète. Et les services de renseignement prennent le relais et se rendront compte effectivement que c'est un espion ou un agent de la DGC ou alors quelque chose comme ça. Et cette synergie d'action pragmatique et comment on appelle ça, collégiale, fait que ce serait difficile
difficile pour la France de passer en douce parce que même le peuple s'implique dans cette lutte de souveraineté. Et qui dit lutte de souveraineté, il faut noter que tous les domaines sont pris en compte. Ce n'est pas seulement économique, politique, militaire, mais aussi le renseignement. On est en train de lutter pour notre souveraineté. Et donc, la France ne pourra pas, par ses services secrets et par ses agents infiltrés, en tout cas, nous faire du mal, à moins que les services de renseignement ne baissent les bras ou en tout cas ne baissent leur attention. Mais pour le moment, pour l'heure, sachant que la France est toujours aux alentours et les connaissants installés, que ce soit en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il avec au Bénin ou alors dans d'autres pays pour encercler la RIS, nous n'allons pas baisser une. Merci donc à vous, Inassé Adama. Alors, Tapé Gourbera, peut-on penser aujourd'hui que l'exploitation de l'ancien président Mohamed Bazoum pourrait permettre aux nouvelles autorités nigériennes d'avoir assez d'informations aujourd'hui contre les manœuvres subversives de la France, Tapé Gourbera? Oui, mais d'abord, il faut savoir que le général Tiani était un stratège, je l'ai toujours mentionné, parce que lorsqu'il y a eu cette révolution sans un seul coup de feu au niveau du Niger, ils ont laissé M. Bazoum avec son portable, on ne peut pas dire peut-être ses portables, à tel enseigne qu'il avait la possibilité d'échanger. Et comme on connaissait l'opérateur, vous savez, quand vous envoyez même un SMS, aujourd'hui les opérateurs sont capables de l'identifier. Donc ce qui fait que lorsque M. Bazoum, pendant je ne sais pas combien de mois il est resté et qu'il était encore en possession de tout son matériel informatique qui lui permettait de joindre des autres, il a échangé des messages et tout ça, des messages vocaux, etc. Donc, le président Tiani sait, et c'est d'ailleurs pour ça que le procès de l'ancien chef de l'État, M. Bazoum, va avoir lieu, puisque le procureur a beaucoup d'éléments. On le sait que c'est beaucoup. Donc, c'est tous ces différents éléments, sans compter le fait que lorsqu'on a récupéré le portable, et puis, comme ça s'est fait aussi de manière soft, c'est-à-dire que ce n'était pas par brutalité, un jour, les gens sont venus pour dire, mais M. Bazoum, vous êtes là et vous faites de telle sorte que notre pays soit un vassal. On tue nos soldats, on ne peut pas continuer. Donc, il n'a pas eu le temps de prendre des documents et de les brûler. Donc, ce qui veut dire que même il y a les documents de M. Youssoufou, tous ces documents-là sont à la portée aujourd'hui comme on appelle, de la justice, si on veut. Donc, on va véritablement fouiller pour voir les lettres qui sont adressées, les courriers. Vous savez, logiquement, au niveau de l'État, il y a, quels que soient les éléments qui sont transmis, on ne les efface pas. Sauf, bon, sauf si on veut être vraiment un bandit. Donc, ce qui veut dire que, de ce fait-là, les autorités du Niger ont beaucoup d'informations sur comment je peux appeler, les sauveurs, ceux qui voulaient sauver M. Bazoum. Et on sait que si la France était engagée en première ligne pour ça, au-delà même du fait que M. Bazoum a vendu, c'est pas lui, hein, mais avant lui d'autres l'ont fait, déjà en commençant par Amani Diori. Donc, ont vendu ce pays-là. Il y a aussi des éléments secrets. Par exemple, on sait que M. Macron, il a certainement, on avait appris, on ne sait pas si c'est fondé, qu'il aurait une part dans un certain nombre d'éléments en Afrique, ou bien qu'effectivement, en faisant écran avec d'autres noms, des prêtres, non. Donc, si ces éléments sont avérés, et ensuite, vous conviendrez avec moi que la bataille que va mener M. Macron, c'est de tout faire pour récupérer les documents. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on a vu M. Macron dit à M. Ité de ne pas partir parce qu'il se disait qu'à tout moment, il pouvait déstabiliser. Et puis, une fois la déstabilisation faite, prétextant le fait que le gars était démocratiquement élu, en réalité, c'était pour sauver lui-même. Ce qui est bouillonnant derrière lui. Donc, ici, les autorités, en plus de ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils possèdent évidemment beaucoup de documents. Et comme je dis, le général Tiani est un stratège. Il est tellement intelligent
il n'a fait que montrer quelques petits éléments en montrant des documents où vous avez les noms, l'adresse, les éléments de déstabilisation, enfin, ces quelques éléments-là. Et la France est excitée. Mais sur le fond, on le comprend, M. Macron sait ce qu'il en est et il sait ce dont disposent les autres qui sont des éléments qui sont compromettants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont, comme on appelle, commis une enquête au sein des renseignements pour voir qui est-ce qui est, comme on appelle, serait un espion au sein de comment on appelle, de leur comment on appelle, l'établissement. C'est parce qu'ils savent que le dossier est lourd. Vous avez beaucoup de choses, par exemple la question du franc CFA, que nous, on en parle peut-être de manière politique, peut-être de manière économique. C'est un élément de, je vais dire, d'espionnage. On ne dit pas. Parce que, pour prendre un exemple tout simple, prenons le cas du Niger. Le Niger va recevoir, prenons à l'époque, de l'argent des Chinois, comment on appelle, en yen. Mais la France va venir, va récupérer sa partie, et ainsi de suite. Mais si le Niger veut, par exemple, avoir un satellite, ou bien même simplement un simple drone, on prend même, ou bien le Cameroun va avoir un drone, la Côte d'Ivoire va avoir un drone, le Sénégal, vous êtes obligé, si vous voulez l'acheter chez les Turcs, vous êtes obligé d'avoir l'argent turc. Or, le pays qui permet de changer l'argent de nos pays, c'est la France. Donc, la France va vous demander, mais vous voulez changer l'argent pour... Enfin, je caricature, hein. On va dire aux Camerounais, mais écoutez, M. Biya, vous voulez avoir l'argent turc, c'est pour faire quoi? Non, on veut acheter un drone. Ils vont dire, mais pourquoi acheter un drone chez les Turcs alors que nous, on peut vous le vendre et ils vont le vendre plus cher? Vous voyez? Donc, voilà un peu le système d'espionnage. Ça veut dire qu'on ne peut même pas nous-mêmes jouir de nos propres ressources. Donc, ici, pour nous, c'est bon, c'est vrai, on fait une émission là-dessus, mais ça veut dire que nous, on vit ça depuis, je ne sais pas combien d'années, depuis longtemps, depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle les indépendants, mais que j'appelle la fin de l'occupation de l'Afrique. Mais on vit ça quotidiennement, avec les bases, avec cela. Donc aujourd'hui, c'est, je veux dire, le retour à l'envoyeur. Et je suis convaincu que les autorités du Niger possèdent d'autres informations plus croustillantes pour prendre l'expression des gens de mon pays, des réseaux sociaux. À un moment donné, peut-être vont commencer à casser les vrais papos plus tard. Pour l'heure, ce n'est que des petits échantillons. Et quand on va commencer à casser les vrais papos, je pense que ça va être chaud pour M. Macron et sa jeune. Merci donc à vous, Tapé Gouboura. Alors, Inassé Adama, on va bientôt se quitter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette émission, appel sur le continent, concernant l'espionnage ou alors l'infiltration de la DGRE française par les services de renseignement nigériens? On va dire aussi que la France, elle est foutue avec les informations que détient le gouvernement nigérien. Inassé Adama. Inassé Adama, malheureusement, est parti. On va dire merci. Merci à tous ceux-là qui ont participé à la réalisation de cette édition d'Appel sur le continent. Merci aussi à vous, téléspectateurs qui nous avez appelés. On sait que vous êtes également nombreux à nous suivre au quotidien. Merci aussi à vous, Tapé Gouboura, pour votre disponibilité et surtout pour vos analyses. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'Appel sur le continent. Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.